Gilles Babinet, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. On se connaît depuis longtemps, tu as toujours été un fervent du digital, conseillant le gouvernement. Et puis, tu as la capacité d'écrire des livres qui provoquent. Je Absolument. commence par le titre Green AI, IA. J'ai toujours eu du mal à Ouais. combiner l'anglais et le français là-dedans. Mais Gilles, dans tes mots à toi, qui est Gilles Babinet? Oh là là, je suis probablement pas la meilleure personne pour te dire ça, mais bon, c'est un entrepreneur avant toute chose. Et puis effectivement, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup aux enjeux de politique publique et de numérique au sens large et l'inclusion. Beaucoup de sujets liés à l'inclusion sur ces thèmes. Alors, combien l'IA fait partie de ta journée? Ben, elle en fait partie beaucoup parce que d'abord, je me sers beaucoup d'outils d'IA pour mon travail. Je reçois pas mal de documents et je me sers de ChatGPT pour les traiter assez souvent. Et puis, bah, j'en parle beaucoup, donc c'est même le thème central que je traite, donc c'est vraiment au cœur de ce que je fais, quoi. Pour revenir à ce sujet sur le document, juste, j'adore parler des choses un peu concrètes comme ça. Tu as donc un document qui va faire 30 pages ou je ne sais pas quoi et tu as envie d'avoir le sommaire qui compte. Quels sont tes types d'instructions que tu donnes à ChatGPT pour l'utiliser? Écoute, ce matin, j'ai relu. Je peux pas trop donner le contenu du document, parce que c'est voilà, un document Bien particulier, mais sûr. j'ai reçu un document d'une cinquantaine de pages. Et je voulais juste savoir si ce document contenait trois, quatre choses qui étaient importantes pour moi. Et donc je lui ai posé les questions et il m'a répondu. Je lui ai demandé où ça s'identifiait dans le document. C'était un document juridique. Il m'a également répondu et donc ça m'a permis d'aller assez vite. Je suis pas forcément un avocat par éducation. Et donc ça, voilà, tu gagnes beaucoup de temps, quoi. C'est le cas d'usage dont je parlais quand je fais mes discours dans les maisons de retraite, car déjà, on est retraité, on n'a pas l'habitude, si on n'est pas avocat, on n'a pas l'habitude. Donc, chaque fois qu'il y a des gros dossiers qui viennent de l'assurance ou de, de cas légaux, c'est toujours sympathique de pouvoir le mettre dedans et explique-moi en anglais clair ou explique-moi ça en français simple pour que je comprenne derrière ces mots techniques, derrière ce langage d'avocat qui est toujours un peu, enfin, Tu veux que je réexplique ce que je viens de te dire? Donc je prends. non, 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 non. Tout ça, tu as très bien expliqué. Ah, Non, d'accord. Ok. non, non, Euh, non, j'étais en train de dire, non, non, non. Ah, j'ai C'est compris. que J'ai compris. c'est ce que je dis, qui est un usage formidable de Ouais, ouais, ChatGPT. ouais. Ah, Car c'est en fait, super. au total, il y a beaucoup de négativité autour de l'IA. C'est toujours la peur. Et comment tu vois ça? Et s'il y a des gens qui disent, ah, t'as peur que ça va nous dominer, contrôler, à la masque? Ouais, bien sûr. Alors, d'abord, effectivement, il y a beaucoup de craintes, etc. Il y a d'ailleurs des craintes qui sont légitimes, hein. C'est-à-dire que il y a des enjeux, par exemple en cybersécurité. Il y a un certain nombre d'enjeux qui sont importants et qui nécessitent que on soit attentif. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment séparer la précaution de la peur. C'est-à-dire que bah, la peur, c'est pas quelque chose de positif. La précaution, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, quoi. Il faut être attentif à ne pas à maîtriser les risques. Voilà. Donc, en réalité, il y a un vrai sujet d'éducation à cet égard, c'est-à-dire de faire en sorte que on comprenne ce que c'est que la technologie et on sache prendre les bonnes décisions. Ouais, alors comment éduquer? Parce que c'est pas le gouvernement qui est capable d'éduquer, parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être éduqués. Dans les écoles, on essaie d'éviter parce que c'est comme ça que les étudiants trichent. Enfin, c'est tout un chemin déjà de pouvoir éduquer le public. Ouais, alors si je prends par exemple l'exemple des étudiants que je connais puisque j'ai moi-même des étudiants, ben, il faut changer le protocole pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de demander des copies de 20 pages aux étudiants parce que on sait que ils ne,
la tentation d'utiliser des outils de ChatGPT est trop forte. Ou alors, il faut faire l'examen en cours, quoi. Voilà, donc ça veut dire que on consacre un cours de 2 ou 3 heures à leur demander de rédiger quelque chose sur un sujet donné. Voilà, c'est juste des évolutions qui sont parfois un peu fortes, mais qui sont nécessaires. Moi, je demande à mes étudiants de présenter en cours sur un thème donné. Donc, ils peuvent utiliser ChatGPT autant qu'ils veulent pour préparer, mais la présentation, bah, ils sont obligés de la faire euh, devant moi, d'une certaine manière. Hmm. Alors, changement de sujet, ton nouveau livre, enfin le dernier livre, on va dire, parce que c'est sorti en mars 2024 aux éditions d'Odile Jacob. Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. Quel était ton objectif d'écrire ce livre? En fait, ça fait plusieurs années là que je travaille avec des grandes entreprises, des grosses entreprises industrielles qui polluent beaucoup, et je les accompagne sur comment utiliser l'IA pour décarboner leur process industriel. Euh, et j'ai trouvé ça absolument passionnant de faire ces missions parce que c'est généralement des missions stratégiques qui se passent à bon niveau dans l'entreprise, parfois en liaison avec le CEO directement, sur des entreprises qui sont parmi les plus grosses entreprises mondiales. Et on s'est rendu compte que on pouvait vraiment repenser les processus de façon très très forte. Et j'ai trouvé que ça nécessitait un livre en réalité. Et je me suis mis à chercher dans pas mal de domaines, dans l'agriculture, dans les supply chains industrielles, dans l'industrie, dans les systèmes de transport, euh, dans la façon dont on vit, dans la façon dont on travaille. Qu'est-ce que pourrait faire l'IA pour améliorer à la fois notre façon de vivre et de décarboner? Et je me suis rendu compte à ma grande surprise que ben, c'était probablement un des plus grands facteurs effets de levier qui puissent exister pour décarboner. On va en parler plus. Le titre, ça m'a interpellé parce que tu as... Pourquoi écrire green? Est-ce que c'est maintenant en France un mot courant pour l'écologie et pourquoi pas mettre un mot plutôt vert, IA, vers ERT? Ouais, alors la réalité, c'est que c'est mon éditeur qui a choisi le titre. Ah. Euh, et que voilà, on a cherché pas mal de titres et il m'a dit Grigna, c'est un peu provocateur, ça résume un peu. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que Green IA, c'est intelligence artificielle en français. Donc ça veut dire que Mhm. déjà dans ce terme, il y a un mélange de français et d'anglais. Mhm. Ouais, C'est pas Green AI, c'est ouais. Green IA. Yeah, Et, yeah, et donc ça crée une forme de confusion. Et puis après, le sous-titre est en français. ouais, Je reconnais que c'est assez bizarre. ouais. Euh, C'est pour moi l'anglophone qui regardait ça chaque fois et je ne peux pas faire autrement. C'est Green AI. Ah non, 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 Green IA. Donc, c'était bon, enfin, quelque part, avoir des titres qui font quelque chose que ça ouvre les yeux et ça peut titiller la curiosité. ouais, ouais, Alors, tu as écrit le livre, je suppose, la plupart de 2023. En tout cas, c'est sorti début de cette année. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a surpris en apprenant, en écrivant ce livre? Euh, alors, le livre est sorti, sauf erreur de ma part, il est sorti il y a 8 mois, donc cette année, hein. Mhm, Euh, et ce qui m'a, en fait, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait que les enjeux d'environnement, c'est souvent des enjeux assez compliqués. Par exemple, si je prends celui d'un smart grid, c'est-à-dire un système énergétique un peu moderne, ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Et la technologie arrive à gérer assez bien, l'intelligence artificielle, les paramètres complexes, la complexité, la multifactorialité. Ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Puis il y a vraiment des domaines où on se rend compte qu'on se dit, mais pourquoi on l'a pas déjà fait tellement c'est efficace, comme le domaine des supply chains, par exemple, où c'est compliqué, il y a beaucoup de modèles prédictifs à mettre en œuvre pour que ça fonctionne bien. Euh,
Et donc ça aussi, ça m'a beaucoup plu, quoi, de voir ce genre de choses. Et puis enfin, le truc qui m'a plu, c'est le fait de me rendre compte que c'est une discipline à part entière. On va devoir créer des experts en supply chain et en intelligence artificielle, les deux ensemble. Et donc c'est vraiment un nouvel univers qui s'ouvre. Et alors, justement, pour les organisations avec lesquelles tu travailles, les grandes entreprises, euh, est-ce qu'ils comprennent l'éventail des possibilités avec l'IA? Est-ce que tu sens que les entreprises sont en train, en effet, de mettre en place un directeur d'IA, comprendre comment chercher les bases de données, enfin le data, afin de nourrir l'IA? Comment tu peux mesurer ou sentir combien les entreprises prennent la main sur l'IA? Euh, En fait, j'ai toujours été assez réservé sur les enjeux de transition vers l'IA des grandes entreprises traditionnelles. Parce que, en réalité, l'objectif, c'est de devenir une plateforme pour la plupart de ces entreprises et elles ne modifient pas leurs organisations, c'est-à-dire qu'elles les modifient qu'à la marge, elles restent dans des logiques de silos et elles mettent de l'IA par-dessus. Donc, ce qu'on a, c'est des gains de productivité à l'intérieur des silos, mais le grand chambardement que pourrait introduire l'IA, elle n'en bénéficie pas. Hmm. Et moi, je lutte personnellement à faire comprendre que le futur de l'IA pour les organisations dépendra d'une capacité de faire son propre IA, c'est-à-dire un IA qui est propriétaire à eux à partir de data et de bases de données. Ceci veut dire une vraie compréhension du data qui est disponible et une capacité de l'agréger, de le nettoyer, de le garder à jour et de le rendre bien tagué par rapport à son besoin. Enfin, pour moi, personnellement, je vois les grandes entreprises, même enfin, les anglophones, qui comprennent pas du tout comment l'utiliser, à moins d'être une entreprise dans l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes simultanés. Il y a d'abord, le top management des entreprises ne comprend pas très bien ces sujets en réalité. Et donc effectivement, ça crée une difficulté sur le périmètre exact de l'intégration de l'IA. Deuxièmement, il y a une vraie tendance à sous-traiter, ce qui fait qu'on sous-traite beaucoup maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc la définition du besoin et l'intégration du besoin. Et ça, c'est pas possible pour une entreprise là-dessus. Et puis, on n'ose pas repenser le processus productif dans son ensemble en prenant en compte les potentialités de l'IA. Et donc, ces trois problèmes se suradditionnent et font qu'en général, les intégrations d'IA, elles sont pas très bonnes. Je prends un exemple que je connais d'assez près. C'est une entreprise de ce qu'on appelle Public Service Utilities, c'est-à-dire qui s'occupe de faire des services publics, entre guillemets, et qui pouvait vraiment repenser son workflow de façon très forte avec l'intelligence artificielle. Mais à la place, ce qu'ils ont choisi, c'est de faire un truc très simple qui est de mettre des petits capteurs sur les poubelles pour savoir quand est-ce qu'elles étaient pleines. En fait, ça coûte assez cher de faire ça, ça marche pas très bien. Et ça ne change pas du tout le workflow. C'est-à-dire qu'on garde le même workflow, alors qu'il y avait la possibilité de modifier. Je ne veux pas être trop explicite parce que sinon elle va se reconnaître, cette entreprise. Bien sûr. Ils avaient Hmm. la possibilité de vraiment modifier leur workflow de façon forte. Ils ont vu le truc, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont dit bah, c'est trop compliqué. Hmm. Je trouvais ça dommage. Dans quelle mesure penses-tu alors que l'adoption de l'IA dans la lutte contre le changement climatique nécessite des changements dans nos mentalités et infrastructures alors? Ah, ben, c'est tout la première partie de mon livre, c'est-à-dire que je dis il y a les décroissants. Les décroissants, c'est ceux qui sont contre la technologie. Ils considèrent que, en fait, il faut retourner vivre à des modes assez traditionnels, qu'il faut moins d'intensité, que l'intensité elle est directement corrélée aux émissions de CO2 énergétiques. Il y a les technosolutionnistes qui disent, ben,
je veux pas changer mon mode de vie et je veux que la technologie résout tous les problèmes pour que, en gros, la caricature, c'est je veux un humeur électrique, en gros, hein. Et puis, il y a une troisième voie, consiste à dire, on fait évoluer fortement les usages, euh, mais on garde une bonne qualité de vie et de service en intégrant de la technologie. Donc, en d'autres termes, le décroissant, il dit, bah, j'ai plus de voiture, je me déplace à vélo, j'ai plus que du vélo et du train, je caricature. Et puis, la troisième voie, elle dit, en fait, j'ai des véhicules autonomes connectés euh, et partagés et qui sont semi-publics. Donc, par exemple, je vais d'ici à un endroit qui est en grande banlieue, donc il n'y a pas de train. Voilà. Je vais prendre le train, je vais aller à la gare de Sartrouville. Puis là, j'aurai un minibus collectif qui va m'attendre, qui va partir au moment où je vais arriver, qui va prendre 6 ou 7 personnes qui vont exactement au même endroit que moi. Enfin, pas exactement, mais qui vont sur le même parcours que moi, et puis qui vont faire un trajet qui est custom, mais qui vont me laisser à l'endroit où je vais, exactement, devant la porte de cet endroit-là. Et puis, 10 minutes plus tard, il y en a un autre qui part et qui va faire un trajet légèrement différent pour déposer 10 autres personnes dans des endroits qui sont spécifiques. Voilà. Ça, ce service, il n'existe pas aujourd'hui, mais la technologie va le créer nécessairement. En fait, en réalité, il existe. Il est en cours de création. C'est pour ça d'ailleurs que des gens comme Elon Musk promeuvent des robots taxis, parce qu'ils voient bien que la majorité de l'efficacité se situe dans ce genre d'application. Et je peux faire la même chose sur les smart grids, les supply chains, faire la même chose dans plein de domaines, c'est-à-dire optimiser la charge des infrastructures et des systèmes de transport. Et puis, il faut mobiliser pas mal de gens pour arriver à mettre en place ces changements d'infrastructure. Oui, alors c'est le problème, c'est que ce sont ce qu'on appelle des technologies systémiques, c'est-à-dire que si on veut bénéficier du potentiel de ces technologies, il y a beaucoup de choses à modifier. Il faut modifier notre culture de l'usage en tant qu'usager, être prêt à... On a adopté les trottinettes partagées, ou voilà, tout un tas, les vélos partagés, mais ça a mis 20 ans d'une certaine manière. Ça a été assez long, puisque ça a commencé avec le Vélib en 2007, donc ça fait presque 20 ans. Euh, il faut modifier la réglementation parce que, il y a des problèmes assurantiels, il y a des problèmes de zones de parking, de ces choses-là. Donc, il y a tout un tas d'éléments d'infrastructure qui sont importants à modifier. Il faut créer un cadre de modèle d'affaires qui soit efficace pour tout le monde, quoi. Donc, ça prend du temps, mais le potentiel est vraiment important. Tu as pas mal parlé de la politique dans ton livre. Et je me demandais si on arrive à implémenter l'IA au service de la cause écologique, combien le résultat dépend d'une coopération internationale et sociétale versus commerciale et nationale. Ouais, alors, c'est un bon sujet, en fait. C'est-à-dire que je dirais même international, national et puis local aussi, je pense aussi local. International, c'est G7, c'est G7, c'est les grands pays, voire Et au G20. passage, c'est pas les taxis, G7. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, c'est quoi le cadre réglementaire que tous les pays adoptent pour éviter que bah, il y ait des rock states, AI rock states, quoi. C'est-à-dire une Corée du Nord qui se mette à faire des technologies vraiment extrêmement dangereuses, de virus de nouvelles catégories, qui se mettent à faire des deepfakes pour voler les gens, etc. Ce qui, à mon avis, va arriver demain, hein. Il y a eu un événement, un incident très intéressant qui était raconté l'autre jour dans le New York Times, d'un sénateur américain, un ancien sénateur américain, qui se fait contacter par un ancien ministre, non, un sénateur américain qui se fait contacter par un ancien ministre d'Ukraine
qui lui dit, est-ce qu'on peut faire une visio ensemble? Donc ils font une visio ensemble. Et puis, la visio devient assez bizarre parce qu'à un moment, le gars dit, mais vous croyez pas qu'on ferait plutôt, ça serait mieux qu'on fasse la paix avec les Russes et tout ça? Et le sénateur finit le call, il appelle directement la CIA, il lui dit, j'ai eu un call très bizarre. Et ils ont appelé le gars, ils lui ont dit, est-ce que vous avez fait une visio avec ce sénateur américain? Et le gars a dit, non, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Donc c'était l'une des premières d'ailleurs deep fake visio, ce qui était presque impossible à faire parce qu'il y a des problèmes de lip syncing, de synchronisation des lèvres auparavant qu'on n'arrivait pas à bien faire avec On arrive très bien à faire une fausse vidéo en décalé, mais pas en visio. Et maintenant, on commence à arriver à le faire. Donc c'est horrible parce que ça veut dire que moi, il y a quelqu'un qui va faire une visio avec ma mère de moi et qui va lui dire, écoute, bon, c'est peu probable, mais prendre quelqu'un de ma famille et qui va le simuler et qui va dire, OK, donne-moi de l'argent, j'ai un de mes neveux, par exemple, tu veux pas m'envoyer un peu d'argent, là, j'ai besoin d'argent, et ma mère, elle a 90 ans et elle va pas réussir à résister à ça, quoi. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Donc ça, on a besoin de régulation là-dessus, sur ces sujets. On a besoin de pousser aussi l'innovation, de faire en sorte que sur Zoom, par exemple, j'ai un petit logo qui dise euh, paramètres biométriques détectés. Donc ça détecte que je suis en face de la caméra et que j'ai tous les paramètres qui permettent de dire que c'est bien moi. Et ça, il faut qu'on l'ait rapidement, quoi. Donc on a tout un tas de problèmes au niveau méta, entre guillemets. Méta, c'est le cas de le dire. Euh, Mhm. donc vraiment au niveau international. On a des problèmes au niveau européen, donc ça c'est l'AI Act. On a des enjeux nationaux de politique industrielle, de choix de l'utilisation de l'IA dans l'État, dans la police, dans les services publics. Et puis on a aussi des enjeux locaux potentiellement, de dire ben voilà, ce territoire, il fait le choix d'utiliser l'IA en fonction de ses spécificités. Je prends un exemple, c'est un territoire marin avec qui j'ai discuté l'autre jour. Ben, il voulait utiliser l'IA pour essayer de certifier les quantités de pêche de poissons qui étaient faites, c'est-à-dire mettre des caméras au-dessus des transbordeurs de poissons et faire des quotas automatiques de cette façon-là. Voilà, de pouvoir dire un tel il a pêché tant de poissons, il a utilisé son quota, et donc de le faire très très vite avec des caméras qui, sur la supply chain, sont capables de valider ça. Bah, alors, la régulation, le problème pour moi dans le cas de ton neveu qui fait du chantage, ou enfin, entre guillemets, chantage émotionnel pour peu de pognon, ça, c'est des acteurs malévolents et la régulation, on n'arrivera jamais à réguler les mauvais acteurs. Non, non, on va pas réguler, on va avoir beaucoup de problèmes comme on l'a d'ailleurs avec les scams bancaires aujourd'hui, mais l'autre jour j'écoutais un podcast de ST16Z et il disait que c'est beaucoup plus d'énergie de faire un deepfake que de le contrer. Et on peut beaucoup plus facilement les détecter que les produire. Et donc, il disait, bah, sur ces systèmes de visio, visiblement, probablement, on va réussir à résoudre une grosse partie du problème. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, c'est la technologie, c'est pas la régulation. Mais par contre, un peu comme le DSA l'a fait, il faut pousser les acteurs à investir beaucoup pour s'assurer qu'on n'a pas ces problèmes qui se créent. Tu as parlé de A16Z, je pense que c'est Azim l'autre, mais euh, quels sont les autres podcasts que tu préconises pour rester au courant de tout ce qui est en train de se passer dans la tech? Moi, je lis pas, j'écoute pas beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup ST16Z, quasiment une fois par semaine quand ils les font. Un peu ta religion. C'est pas du tout mes valeurs. C'est-à-dire, moi, je suis Ah, pas piste, et je suis pas une sorte de suprémaciste technologique comme les Ben Horowitz.
Je suis très en désaccord politiquement avec lui, mais je trouve que c'est des très bons podcasts. Voilà. Et puis, par ailleurs, j'écoute pas mal Hard Fork, qui est le podcast de New York Times sur la technologie, que je trouve vraiment bien et qui a le bénéfice de sortir toutes les semaines, précisément toutes les semaines. Donc, on a une très très bonne compréhension de ce qui s'est passé dans la semaine, c'est une synthèse du truc. L'autre bénéfice, c'est que ça dure un peu plus d'une heure, et moi je cours un peu plus d'une heure quand je vais courir, donc c'est impeccable. Ça va être génial. Et j'apprends quelque chose avec toi, Gilles, parce que je ne connaissais pas Hard Fork. Donc, je vais mettre ça dans les show notes pour indiquer qu'est-ce Tu, qu'ils, eux, me suivre. tu connais Kevin Rose? De nom, oui. Voilà, c'est extraordinaire journaliste, vraiment. Et il est avec un gars qui s'appelle Casey Newton, que je connais moins. Euh, En fait, je vais te dire, je suis plus abonné au New York Times, donc je lis plus le New York Times, mais je Mhm. continue d'écouter le podcast qui est gratuit, accessible, voilà. Et je le trouve vraiment, je me délecte quand il sort, tu vois. En général, c'est le vendredi, donc moi je cours le samedi, donc c'est super bien, tu vois. Et c'est le meilleur truc qu'on peut faire en fait pour comprendre ce qui se passe dans la technologie. Génial. Alors, parlons de la politique, cette histoire de internationale, nationale et locale dont tu as parlé. Il me semble, j'ai l'impression que tu posais des questions sur la nature de la démocratie. En tout cas, j'ai souvenir d'avoir lu dans ton livre que tu penses qu'on devrait voter pour le long terme, arrêter de voter pour le court terme. Ah ouais, ça, Euh, c'est le gros drame des pays occidentaux. ouais, comment faire? Parce que j'ai un peu l'impression que tout le monde vote pour soi, vote pour mon compte en banque et mon petit problème dans ma localité. Et on n'arrive pas à faire bouger les lignes euh, dans les démocraties parce qu'il faut être quelque part un peu dictateur. Ouais, en même temps, si tu veux, quand tu construis un pont, tu le construis pour 80 ans. C'est-à-dire, je crois que réglementairement, la durée d'amortissement d'une grosse infrastructure de type pont, c'est 80 ans. Donc tu sais faire du long terme. Tu vois, quand tu fais une rocade routière, ça coûte horriblement cher, ou quand tu fais une ligne de TGV, ça coûte très très cher. Alors de plus en plus, on fait des systèmes de financement de court terme. On fait ce qu'on appelle des PPP, des partenariats publics-privés, parce qu'on ne sait plus très bien gérer le financement depuis le budget de l'État. Mais je pense qu'on peut réintroduire une culture du long terme. Il faut toujours refaire le pari de l'intelligence, même si c'est dur. Il y a un besoin d'explication, un besoin de rentrer dans la complexité qu'on a un peu perdu, beaucoup. Mais il faut y croire, quoi, parce que c'est la seule espoir qu'on ait. Sinon, on fait ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on donne les clés du camion à des gens qui sont pas mal les boomers d'aujourd'hui, c'est-à-dire, tu vois, les gens qui ont à peu près mon âge, ou qui sont un peu plus vieux, qui sont partis à la retraite il y a 10 ans, et qui bénéficient d'avantages énormes en dépouillant les générations qui viennent. Donc, moi, je suis très... J'ai plusieurs débats qui sont au-delà de la technologie, mais qui ont été amenés par ma réflexion sur la technologie. Et notamment, je trouve scandaleux d'avoir vu des partis très nombreux militer pour qu'on ait la retraite à 60 ans. Parce qu'en réalité, c'est littéralement un hold-up sur les générations jeunes. Et ça permet pas de financer la technologie, entre autres choses. Un autre sujet. Alors, ton livre, tu abordes des questions éthiques liées à l'usage ou l'utilisation de l'IA. Comment est-ce que tu peux suggérer équilibrer l'efficacité avec le respect des libertés individuelles? Euh, c'est le propre. Je pense pas que ce soit du tout quelque chose d'inatteignable. C'est-à-dire que, d'abord, je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut revenir. C'est une idée qui a été beaucoup véhiculée par le monde de la technologie, qui est que la technologie est au-dessus du droit. Ce qui est faux, en réalité. C'est-à-dire que la technologie aurait une forme d'anima
Finalement que à partir du moment où on aurait créé des monstres technologiques qui seraient plus contrôlables. Et que ces monstres peuvent avoir différentes natures. Ça peut être des grands modèles de type AGI, d'intelligence générale, ou ça peut être des espèces de monstres technocratiques, c'est-à-dire des sortes d'administrations devenues folles avec beaucoup de technologie qui contrôleraient les citoyens, façon Big Brother 1984. En fait, je pense que non, c'est-à-dire qu'il faut créer des nouvelles institutions qui régulent la technologie et qui ont des formes nouvelles et qui sont probablement encore à construire, mais qui sont très constructibles, quoi. Il me semble qu'avec le GDPR, l'Europe a été enfin, sur un beau dossier. Et j'ai l'impression, en tout cas, que ça a été bien accepté. En tout cas, en Europe, ça continue à avoir des vagues, mais arriver à réguler l'IA en elle-même, les gouvernements, les institutions qui doivent réguler tout ça, sont loin d'être au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression. Euh, ouais, la réalité, c'est que on a souvent, moi je trouve je suis plus optimiste que ça, c'est-à-dire que notamment à la Commission et au Parlement, il y a des gens qui essaient de penser de long terme. La CSRD, le CBAM, le RGPD, l'AI Act, un peu en vrac, hein, c'est des réglementations de long terme. Voilà, donc on accuse l'Europe de tous les maux, mais l'Europe, elle a beaucoup plus un projet politique, souvent, qu'on veut bien le croire. Il faut juste accepter de passer un peu de temps pour le comprendre. Et ce projet, c'est celle d'un espace européen décarboné, industriel qui garantit les libertés numériques des citoyens. Et c'est juste que c'est souvent un peu difficile à faire apparaître, difficile à faire comprendre. Les textes sont pas toujours optimales, mais il faut quand même voir cette dimension-là. Dans ton livre, ça c'est une pause éducationnelle, Gilles. Tu parles du kilo de CO2. Mhm. Donc, CO2, c'est un gaz. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais un kilo de gaz, ça paraît énorme. Comment est-ce qu'on mesure du CO2 en kilogrammes? Euh, En fait, le CO2, c'est un gaz qui effectivement a un poids. On mesure les émissions en fonction de son poids physique. Voilà. Et d'ailleurs, l'un des dérivés du CO2, c'est le carbone, qui a un autre poids, un peu différent. Mais voilà, c'est des unités physiques très connues. Et donc, qui sont vraiment des mesures précises d'externalités qui sont créées par l'activité humaine, entre autres choses, et qui sont le principal facteur de réchauffement climatique. Alors, ma question peut-être posée autrement, c'est quel est le volume que représenterait un CO2, un kilogramme de CO2? Enfin, est-ce que c'est enfin, des kilomètres carrés ou Ah quoi? non, je pense que 1 kilogramme de CO2 dans l'atmosphère, ben, j'ai jamais calculé ça. Euh, il faudra le calculer. Comme ça, j'aurais tendance à dire que ça s'exprime en mètres cubes, quelques mètres cubes. Euh, mais il faudra le calculer précisément. Ouais, c'est pourquoi je pose la question. C'était juste contre-intuitif pour moi d'essayer de mesurer le poids du gaz ou le poids de l'air. Enfin, combien c'est un kilogramme d'air? Je ne sais pas. Alors, on parlait de l'empreinte carbone et il y a quand même pas mal de Ah, critiques. tu vois, je viens de demander à ChatGPT, c'est 22 mètres Ah, cubes. 22 mètres cubes. Voilà. Merci, ChatGPT. Ça, c'est la réponse rapide. Très bien fait. Alors, il y a de la critique aussi aujourd'hui par rapport à l'usage de l'IA et l'empreinte carbone que l'IA émet elle-même. Quelle solution proposerais-tu pour rendre le développement et l'usage de l'IA plus écologique? D'abord, il y a à mon avis quelque chose qu'il faut dire, c'est que une grande part des data centers consacrés à l'IA et à des processeurs qui sont consacrés également,
sont dévolus à des usages de type modèle très large, très massif, alors qu'ils sont très efficaces parce qu'ils traitent un peu de tout et puis ils sont beaucoup utilisés, beaucoup, mais souvent, ils sont mal utilisés. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vois dans l'industrie ou dans les acteurs économiques, on utilise des modèles très massifs pour faire des choses très répétitives pour lesquelles on pourrait mettre des modèles plus spécialisés. Donc il y a un problème d'ailleurs qui est vieux comme l'origine de la cybernétique, qui est que on n'optimise pas les infrastructures. On les optimise pas du tout. Et donc, je pense que il va falloir, et le régulateur va aller naturellement vers ça, introduire des taxes discrétionnaires sur le monde du numérique pour que finalement on fasse un investissement en termes de développement pour optimiser les modèles. Voilà. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est pas rocket science, hein, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est-à-dire que si je prends par exemple un modèle de BPO, BPO c'est Business Process Automation, je prends un exemple tout bête. Je suis une caisse d'assurance maladie ou je suis une mutuelle. Je reçois des demandes de remboursement toute la journée. C'est écrit à la main par des médecins. C'est vraiment dur à lire. Et puis en plus, c'est des cas super particuliers. Bon, bah, je vais faire au début, je vais utiliser un gros modèle qui va être capable d'aller dans la littérature médicale, puis je vais le taguer, etc., etc. Mais au bout d'un moment, je vais créer quand même une sorte de tunnel assez fin de mes besoins, et puis je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont tout le temps répétitifs et tout ça. À partir de là, il faut que j'ai le courage de recycler mon modèle d'IA et de le fine-tuner pour qu'il soit beaucoup plus fin et qu'il soit beaucoup moins consommateur. C'est quelque chose qui est possible à faire. Le problème, c'est que je vais faire appel à une première entreprise A pour faire ça. Mon truc va marcher. Potentiellement, cette entreprise A, je vais me fâcher avec elle ou je vais plus vouloir travailler avec elle. Et puis, je vais utiliser une entreprise B qui va rien comprendre à ce qui s'est fait passer en A et puis qui va me refaire un autre truc tout aussi massif. Voilà, donc il faut dire aux entreprises, bah, écoutez, voilà, on va faire une estimation de ce que vous consommez avec votre truc, et puis on va vous taxer là-dessus, quoi. Et donc vous forcer à faire muter ce modèle vers un modèle A, un modèle B. Alors c'est compliqué, mais je pense que les réglementations de type DMA, DSA, Data Act, Data Governance Act montrent que on peut vraiment rentrer dans le détail de ce que font les entreprises et arriver à faire des choses intéressantes. Et Et je suis je désolé suis. pour ceux qui sont les libertariens, mais on est dans un monde compliqué et un monde compliqué, ça passe par des réglementations compliquées. Et puis après, la capacité de les appliquer. On a parlé des entreprises et du gouvernement. Un secteur ultra important en France, c'est l'agricole. Et dans ton livre, tu parles des options, des possibilités potentielles de l'IA pour changer plein de choses dans l'agriculture. Mais je vois que, comme dans mon ancien business, les coiffeurs, je peux dire que les agriculteurs ne ressemblent pas à un secteur qui est très technophile. Comment est-ce que tu imagines les convaincre d'aborder l'IA pour instaurer des nouvelles pratiques? Le problème, c'est pas tant la technologie. Les agriculteurs sont plutôt technophiles. Ils sont prêts à. Ils ont des tracteurs qui sont des vrais tours de contrôle, qui sont blindés de technologie. C'est assez impressionnant là-dessus. Non, le problème, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ils sont prêts à évoluer, mais dans le même cadre de jeu. Et le problème, c'est qu'il faudrait complètement changer le cadre de jeu à une échelle extrêmement haute pour réussir à favoriser une nouvelle forme d'agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs meurent de faim, littéralement. C'est-à-dire qu'on a tellement contraint le modèle qu'un agriculteur qui arrive à gagner 2000 euros, c'est très bien. Et en général, il est perclus de dettes. Son modèle ne lui permet pas de faire ça. Donc c'est assez difficile. Il faudrait repenser les accords internationaux en disant, bah, écoutez, sur la nourriture, on va mettre toutes les externalités qu'on fait sur l'environnement. Et donc, un agriculteur qui travaille très bien et qui arrive à ne pas mettre
de phosphate dans les rivières, qui utilise très peu de pesticides et tout ça, il a un mieux-disant par rapport aux autres. Et de fait, on arrivera à créer des nouvelles dynamiques hyper intéressantes. Par exemple, on dirait, ben, on remet des haies, parce que les haies, c'est de la biodiversité. Sauf qu'aujourd'hui, un agriculteur, il n'est pas payé pour créer de la biodiversité. Donc, il est en concurrence avec un gars qui a crée du bœuf et puis du soja qui vient du Brésil, et qui fait ça de façon dégueulasse. Et on lui dit, bah toi, il faut que tu fasses gaffe à toutes ces normes-là. Et puis si tu fais pas gaffe à ça, tu peux être accusé même au pénal, potentiellement là-dessus. Et donc les gars sont désespérés, quoi. Donc il faudrait reprendre vraiment une réflexion à tout niveau. Et je pense que c'est très difficile parce que c'est des niveaux très élevés d'accords internationaux. Sur lesquels on a beaucoup peiné pour mettre ça en place. On le voit d'ailleurs dans le cadre des accords avec le Canada, où ben, on dit, mais en fait, le Canada, il y a des accords de libre-échange avec les États-Unis. Donc, si on fait un accord avec le Canada, on va se retrouver avec des produits américains qui sont produits avec des normes qui ne sont pas les nôtres. Euh, et euh, et c'est compliqué, quoi. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Il y a des gens qui sont des gros céréaliers, très productivistes et qui veulent pas tellement modifier leur modèle. Il y a des gens qui voient que la partie méta de la valeur des échanges marchands. Donc il faut remettre euh, un cadre de réflexion serein qui est probablement très dur à trouver, avec des gens de bonne volonté qui sont à tous les niveaux et qui permettrait de faire apparaître un nouveau modèle. Mais je viens de parler des haies, par exemple. Euh, un système à base de robots, on peut remettre des haies, parce qu'il travaille la nuit, il peut contourner les haies. Donc, c'est pas un problème d'avoir de la biodiversité et des systèmes très intensifs dans l'agriculture de demain. Encore faut-il que on permette de financer ces robots, de faire apparaître ce modèle, et donc d'avoir finalement une valeur de marché de la biodiversité, ce qui n'est pas encore le cas. La CSRD va dans cette direction, mais c'est pas suffisant. Hmm. J'adore l'exemple des œufs. Ma femme et moi, on adore rouler en Angleterre car enfin, les œufs sont partout. Ouais, c'est Et vrai. on déplore le manque de haies quand on se balade dans la campagne française. Enfin, c'est juste une petite remarque, mais Ouais, c'est vrai. rigolote que tu en parles. Alors, on va juste sur la dernière partie de notre entretien. Je te remercie beaucoup, Gilles. Tu es coprésident du Conseil national du numérique. Quel est le rôle, qu'est-ce que fait ce Conseil national du numérique? Alors, le Conseil national numérique, il a eu pas mal de missions. Il a eu, dans le premier conseil que j'ai dirigé, il était assez productiviste, comment on peut utiliser l'IA pour l'économie. Après, il a été assez sociétal, avec différents conseils sous Benoît Thiolin, d'autres conseils encore. Et puis là, l'idée, c'est qu'il soit très orienté sur l'intelligence artificielle et l'inclusion sur les sujets d'IA. En d'autres termes, ce qu'on montre, c'est un mécanisme qui s'appelle Café IA. On a pour objectif d'aller parler à 10 millions de Français d'intelligence artificielle, d'organiser des dizaines de milliers de cafés IA par an. Et donc, c'est une nouvelle mission très différente. Et on est en train de configurer le Conseil national du numérique pour répondre à cette mission. D'ailleurs, au Royaume-Uni, puisqu'on parle de l'Angleterre, il y a eu un dispositif qui a été monté par Martha Lane Fox, qui visait à faire la même chose, à aller parler d'intelligence artificielle et de numérique à des millions de Britanniques. Ça a été un gros succès et je me suis beaucoup inspiré de ce mécanisme pour créer Café IA. Hmm. Elle est connue pour ça aujourd'hui, puis, pour intégrer plus de diversité, Exact. inclusivité, vu qu'elle a un handicap de mémoire elle-même. Et alors, ton conseil, ça se réunit régulièrement. Et quel est le lien entre toi, enfin ce groupe, et le gouvernement? Comment est-ce que vous opérez pour d'insérer ça ou vous dépendez
d'une communication globale, générale dehors pour que tout le monde lise. Quel est le conseil que nous, on donnerait au gouvernement? Oui, où est le passerelle, on va dire? Il y en a beaucoup, mais nous, on pense que ce café IA, il doit être fait aussi avec des acteurs issus de la sphère publique. Par exemple, la gendarmerie, c'est un outil qui permet de faire du café IA. La DINUM, qui est la grande administration du numérique française, ben, il y a un lien avec les citoyens, puisque c'est elle qui fait les services publics numériques. Et donc, si on arrive à faire en sorte que il y a une meilleure interaction avec les citoyens, on peut aussi faire des services publics qui sont mieux pensés, plus en lien avec les citoyens de cette façon. Et ils ont forcément beaucoup d'apports possibles sur le développement de cette interaction de café IA. Et ainsi de suite. On a beaucoup d'administrations qui peuvent potentiellement être liées à ça. Mais sur le long terme, moi, je pense que je te parlais tout à l'heure du fait que les institutions publiques doivent évoluer au regard de l'intelligence artificielle. Je pense que les institutions publiques de demain, il y a trois couches en fait. Il y a l'institution publique, il y a tout en bas les citoyens, et entre les deux, il y a ce que j'appellerais des médiateurs numériques, c'est-à-dire des gens qui disent, OK, cet algorithme, il est respectueux des citoyens. Et c'est des gens qui viennent du monde citoyen. C'est des gens qui parlent avec la fonction publique, mais qui sont des citoyens et qui sont payés pour ça. C'est-à-dire, c'est des médiateurs numériques. Entre guillemets, c'est des associations qui sont capables de co-construire avec les pouvoirs publics les systèmes et qui garantissent aux citoyens qu'ils sont fairs, qu'ils sont respectueux des citoyens. On a plein de problèmes. On a par exemple euh, euh, Parcoursup. Parcoursup, les gens ne sont pas contents. On a Open Fisca, qui est le calculateur de fiscalité. Et les gens se disent, waouh, c'est super compliqué. En réalité, si ça s'appelle Open Fisca, c'est parce qu'il est en open source. Et donc, mais il faut, ça suffit pas de le mettre en open source. Il faut des gens qui sont des médiateurs qui vont dire, OK, j'ai été voir le code de ce truc-là, et voilà ce qui se passe à l'intérieur. Et potentiellement, on pourrait faire une suggestion d'amélioration. Parce qu'il y a des effets de niche, parce qu'il y a des effets de bord de ce type-là. On a la CAF. La CAF, c'est l'attribution des aides sociales aux gens, qui est un algorithme opaque aujourd'hui. On ne sait pas comment il marche. Et on a besoin. Peut-être qu'ils ont introduit des modèles de discrimination parce qu'ils considèrent qu'il y a des gens qui ne doivent pas accéder aux aides de la CAF. Et ça, c'est un débat citoyen. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Mais en tout cas, c'est pas à eux d'en décider. C'est à la démocratie, c'est peut-être au Parlement, et puis le Parlement peut-être aider aussi de citoyens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait, en fait, en réalité, plus que trois étages. Il faut qu'on ait l'administration qui administre les services publics, la démocratie, c'est les représentants des citoyens, des systèmes de médiation qui sont principalement issus des citoyens, et puis les citoyens. Voilà. Et ça, c'est des institutions nouvelles qui n'existent pas encore. Je ne vois pas comment ce système peut être contourné. À moyen terme, je le pense inéluctable. Parle de ces médiateurs, ça fait penser à Super Geeks. C'est-à-dire, il y a des rôles à inventer qui permettent d'être l'interface de moi, le citoyen, et la technologie. Parce que on a beau vouloir dire, voilà, ça existe. Maintenant, comment je l'utilise, comment je l'implémente, quels sont les bons prompts à faire. Une fois qu'on a fait, on apprend, mais il y a parfois le besoin d'amener par la main. Dernière question pour toi, Gilles. C'est l'avenir. Qu'est-ce qui est dans l'avenir de Gilles Babinet? La politique? Non, 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 pas du tout. Je veux pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est vraiment comment est-ce que on réfléchit à l'IA dans le temps long et comment on s'en sert pour décarboner. Et donc là, je réfléchis à un projet de fonds d'investissement sur cette thématique en fait. Voilà, l'IA pour les infrastructures. Génial. Alors, quels moyens peuvent les gens te suivre, éventuellement te contacter, et puis évidemment, pour aller chercher ton livre Green IA? Alors Greenia, je pense qu'il trouve partout, sur les plateformes d'e-commerce pour commencer, puis dans les bonnes librairies. Euh,
pour être en contact avec moi. Alors, j'étais pas mal sur Twitter, j'y suis presque plus maintenant. Je Hmm. suis plus sur LinkedIn. Voilà, et c'est facile de me contacter sur LinkedIn. Alors, je mets souvent beaucoup de temps à répondre parce que je prends 2 heures et puis je me mets à répondre à tous les messages sur LinkedIn et je le fais de temps en temps quand j'ai un peu de temps. Mais je finis par répondre en général. Là, j'ai laissé s'accumuler énormément de messages, mais je vais traiter ça. L'hygiène digitale, un grand Ouais, autre sujet, n'est-ce pas, Gilles? Ben, écoute, Gilles, je te remercie beaucoup. Je vais mettre tout ça dans les show notes et au plaisir de se retrouver en réel un jour à Paris. Merci ouais, beaucoup, avec Gilles. plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.